Il jette un coup d'œil dans les différentes pièces en continuant son chemin le long du couloir. Finalement, il entre dans ce qui sera plus tard appelé la salle numéro 1 et dans l'obscurité, il pense distinguer une silhouette. Il sent une odeur de sang séché et une odeur de mort. Elle est là, allongée par terre, nue à l'exception de ses chaussettes noires. Anna Kriegel, 14 ans. Anastasia, dite Anna, est une jeune fille de 14 ans qui vit en Irlande, à Leixlip, avec son père Patrick et sa mère Géraldine. Elle naît le 18 février 2004 dans la ville industrielle de Novokuznetsk, en Sibérie, Russie, et est ensuite placée dans un orphelinat. 2 ans plus tard, elle est finalement adoptée par Patrick et Géraldine, puis déménage à des milliers de kilomètres pour vivre avec eux en Irlande. Anna grandit comme enfant unique. Géraldine travaille comme cadre supérieur au service juridique de la CIE, la Société de transport public irlandaise, et Patrick enseignait le français à l'Institut de technologie de Dublin avant de récemment prendre sa retraite. Même si Géraldine, une Irlandaise pure souche, et son mari Patrick, un Français, n'ont aucun lien culturel avec la Russie, ils sont déterminés à ce qu'Anna ne perde pas contact avec ses racines russes. Ils ont donc décidé d'apprendre la culture russe et ont également conservé le nom de naissance de leur fille, Anastasia. Chaque année, elle célèbre 2 jours spéciaux, son anniversaire le 18 février et son adoption le 10 août. Anna est une belle jeune fille pleine de fougue et d'énergie avec un sourire contagieux. Elle aime danser et chanter devant son miroir et est aussi très athlétique. Elle adore nager et faire de longues promenades. Elle est décrite comme une personne très sensible et innocente. Au cours de ses premières années, bien qu'elle ait été heureuse, elle a connu quelques problèmes de santé. Elle est devenue presque sourde de l'oreille droite après l'ablation d'une tumeur au cours d'une opération qui a duré plus de 6 heures. Et elle a également des problèmes de vue. D'après ses parents, Anna est une enfant très heureuse en général et elle est très enthousiaste à l'idée d'entrer au collège. Mais sa maîtresse de primaire, beaucoup moins. Lors d'une réunion parents-professeurs, l'enseignante avoue à Géraldine et Patrick qu'elle est terrifiée pour Anna, parce qu'elle est si innocente. Elle craint que d'autres élèves n'en profitent. Mais Anna est volontaire et imagine déjà son futur. Dès la rentrée, on lui demande d'écrire un paragraphe sur ses espoirs pour l'avenir. Voici ce qu'elle répond. « J'espérais être admise au collège, et je l'ai été. C'est un objectif atteint. Mon deuxième espoir est d'aller à l'université de Paris, comme mon père, et quand je rentrerai de Paris, j'aimerais avoir un chien. J'aimerais aussi me marier, mais je ne suis pas sûre de vouloir des enfants, enfin, pas tout de suite. J'espère que j'aurai une belle vie. J'espère que toutes les personnes que je rencontrerai seront gentilles. » Mais petit à petit, Anna devient stressée, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Les ados sont durs entre eux et en fait, Anna n'a pas d'amis au collège, à part une fille qu'elle côtoie parfois. D'après son père, Patrick, elle est souvent déçue par la façon dont les gens réagissent à son égard. Elle essaye vraiment de se faire des amis, mais elle est très maladroite socialement et dit parfois les choses qu'il ne faut pas. Ses parents décrivent une jeune fille innocente au grand cœur qui a besoin d'amitié. Anna aime passer du temps à la maison avec sa famille, mais elle désire ardemment avoir un ami de son âge avec qui traîner. Malheureusement, Anna ne se sent pas uniquement seule, elle est aussi harcelée. Les brimades portent généralement sur sa taille parce qu'à 13 ans, Anna mesure déjà 1m73 et paraît plus âgée qu'elle ne l'est en réalité. Les harceleurs se moquent aussi d'elle parce qu'elle a été adoptée, lui disant qu'elle n'a pas de vrais parents. Géraldine et Patrick ont pris des captures d'écran de certains messages et les ont montrés à l'école, mais la situation ne s'est pas améliorée pour autant. En octobre 2017, donc 1 mois après la rentrée des classes, Anna est rentrée chez elle incroyablement secouée. Elle raconte qu'elle revenait à pied du collège lorsque 4 garçons se sont approchés d'elle. L'un d'eux lui demandait sans cesse des rapports sexuels et la touchait d'une manière inappropriée. La famille dépose plainte auprès de la police irlandaise et le garçon reçoit un avertissement. Puis Anna commence à se comporter de manière inquiétante. Il y a eu des bagarres à l'école, dont l'une entraîne sa suspension. Un jour, elle se peint même un œil au beurre noir avant les cours et sera suspendue à nouveau. Sa mère Géraldine pense que ce geste était une expression de sa douleur et de son trouble intérieur. Anna, proche de son père, lui confie un jour qu'elle se sent invisible. D'après lui, elle aurait alors commencé à essayer d'attirer l'attention, notamment en créant de faux comptes en ligne sur lesquels elle s'insultait elle-même.
Apparemment, le collège les a découverts et a convoqué Anna, qui a tout avoué. Les mois passent, Anna s'accroche. Ses parents l'inscrivent à des séances de soutien pour l'aider à aller mieux. L'adolescente n'est pas très douée en géographie et doit passer une évaluation dans quelques jours. Alors, le dimanche 13 mai 2018, au matin, Géraldine propose à sa fille de l'aider à réviser. Mais Anna lui dit qu'elles auront le temps plus tard. Une petite réunion de famille est prévue et Géraldine et Anna décident finalement de regarder un film avant que les invités n'arrivent. Plus tard, son oncle, sa tante et sa cousine se présentent chez les Kriegel pour partager une pizza. Rapidement, Anna et sa cousine montent dans sa chambre pour filmer une vidéo sur YouTube, un de ses passe-temps favoris. Elle poste des vidéos sur la danse, la mode et le maquillage pour sa centaine d'abonnés. Si les vidéos attirent de nombreux commentaires agréables, elles suscitent aussi des remarques venimeuses et même des menaces. Un internaute a dit à Anna d'aller mourir. Un autre lui a dit qu'il la ferait exécuter. Sympa. Le lendemain matin, lundi 14 mai, Anna rappelle à sa mère qu'elle a besoin d'un mot pour quitter l'école à 14h30. Elle a rendez-vous avec son conseiller du Kildare Youth Services, le centre de soutien qu'elle fréquente une fois par semaine. Géraldine écrit le mot, embrasse Anna et part prendre le train pour Dublin où elle a un rendez-vous. Puis la jeune fille se lève, met son uniforme et prend un petit déjeuner avant de partir pour le collège. L'après-midi, après la consultation avec son conseiller, Anna rentre chez elle à pied et se rend dans sa chambre. La jeune fille est très proche de sa mère. Elle s'appelle ou s'envoie des SMS très régulièrement pendant la journée, alors à 16h02, Anna essaye de l'appeler. Mais sa mère ne répond pas car elle est en réunion, bien qu'elle prenne le temps de lui envoyer un message lui disant qu'elle l'appellerait bientôt. Patrick, lui, se détend à l'extérieur, profitant du soleil de mai, lorsque, à 16h55, il entend la sonnette de la porte. Il se lève, se dirige vers l'entrée et ouvre la porte sur un jeune garçon, nommé B dans les journaux, qu'on appellera Bastien. Il demande Anna. Patrick appelle sa fille et lorsqu'il lui dit qui est à la porte, Anna semble confuse. Elle connaît ce garçon, mais ils ne sont pas du tout amis. Néanmoins, elle va lui parler. Patrick s'éloigne et regarde sa fille debout dans l'embrasure de la porte, chuchotant avec le garçon. Il dira plus tard qu'il n'a pas trouvé ça inhabituel, qu'il pensait que beaucoup d'adolescents agissaient comme ça. Puis Anna remonte dans sa chambre en courant et redescend avec son sweat à capuche noire sur le dos en annonçant à son père qu'elle sort. Patrick n'est pas très content. Il rappelle à sa fille qu'elle doit réviser pour ses examens et Anna répond avec légèreté qu'elle n'en a pas pour longtemps. Je crois qu'elle le pensait. Je savais à la façon dont elle me l'a dit qu'elle le pensait vraiment, dira plus tard Patrick. Quelques secondes après le départ d'Anna, Patrick se rend compte qu'il a oublié de demander à sa fille où elle allait. Il s'approche de la porte et voit Anna se diriger vers le parc Sainte-Catherine. Le garçon, qui porte un petit sac à dos, marche devant elle et les deux ne semblent pas parler. Bien qu'il soit inhabituel que ce garçon vienne chercher Anna, Patrick ne s'inquiète pas outre mesure. Elle était heureuse quand elle est partie. Elle m'a fait un grand sourire, dira-t-il. Vers 17h10, Géraldine, dans le train qui la ramène chez elle, tente d'appeler sa fille, mais tombe directement sur le répondeur. Bientôt arrivée, elle ne laisse pas de message. Elle trouve son mari dans le jardin, mais pas d'Anna. Bizarre. Patrick lui apprend qu'Anna est sortie avec Bastien. Et là, Géraldine, avec cet instinct incroyable que possèdent les mères, a su que quelque chose n'allait pas. Ce garçon n'est pas un ami d'Anna, c'est très anormal. À part une copine, Anna n'a pas d'amis. Personne ne vient la chercher pour sortir, surtout pas Bastien. Peu après 17h30, Géraldine envoie un SMS à sa fille. « À la maison, maintenant !» Pas de réponse. « Réponds-moi maintenant ou j'appelle la police. » La partie sur la police était juste pour attirer l'attention de sa fille, expliquera Géraldine plus tard. Géraldine ne sait pas quoi faire. Elle sait qu'Anna n'est partie que depuis une demi-heure et se sent comme une mère paranoïaque, mais elle l'est extrêmement inquiète. Elle a un mauvais pressentiment. Elle se rend à pied au parc. Aucune trace d'Anna. Après le dîner, ils partent à sa recherche en voiture en faisant le tour du quartier. Anna aime faire de longues promenades. Elle peut donc se trouver n'importe où. 4 heures ont passé depuis qu'Anna a quitté son domicile et elle ne donne aucune nouvelle. Alarmée, ses parents se rendent au poste de police de Leixlip où Géraldine a expliqué que toute cette histoire est très inhabituelle. Les passeports irlandais et russes d'Anna sont toujours à la maison et elle n'a pas mangé depuis le déjeuner, ajoute sa mère. La Garda les prend au sérieux, mais pour eux, il n'y a pas de raison de s'inquiéter immédiatement. Chaque semaine, ils reçoivent des dizaines de signalements de disparition d'enfants. La grande majorité d'entre eux sont retrouvés au bout de quelques heures.
Les policiers se rendent au domicile de Bastien le soir même, après avoir localisé son adresse dans leur système informatique. Le garçon leur dit qu'il est bien passé chercher Anna ce jour-là, qu'ils se sont promenés dans le parc et qu'ils se sont séparés à 17h40. C'est le premier d'une longue liste de mensonges que Bastien racontera aux enquêteurs. Le lendemain, la famille d'Anna se lève tôt pour reprendre les recherches. Rejoints par des amis et des membres de la famille, ils parcourent les environs et entrent en contact avec toutes les personnes susceptibles de savoir où se trouve Anna. À ce moment-là, la police a décidé de considérer l'adolescente comme une personne disparue. Le sergent John Dunn est chargé de retourner chez Bastien pour l'interroger à nouveau. Cette fois-ci, le garçon change de version et lui dit qu'il est allé voir Anna la veille au nom de son ami, nommé A dans les journaux, qu'on appellera Alex. Bastien raconte qu'Anna avait le béguin pour Alex, mais que lui n'était pas intéressé, et il voulait la voir pour lui dire de vive voix. Bastien explique que lui et Anna se sont rendus au parc où elle a rencontré Alex et qu'il les a quittés pour retourner chez lui faire ses devoirs. Amené au parc par l'officier Dunn, le jeune garçon de 13 ans pointe du doigt les endroits où lui et Anna ont rencontré Alex et où il les a laissés pour discuter. La procédure habituelle à ce stade consiste à lancer un appel aux médias. Les parents d'Anna fournissent des photos de leur fille, dont une où elle porte le sweat à capuche noir et blanc qu'elle portait quand elle est sortie. C'est en fin d'après-midi du mardi 15 mai que le public apprend pour la première fois la disparition d'Anna Kregel. Gardaï sollicite l'aide du public pour retrouver Anastasia Kregel, 14 ans, qui a été vue pour la dernière fois à son domicile de Leixlip à 17h le lundi 14 mai 2018, indique le communiqué de presse. Des centaines de témoignages sont enregistrés par le commissariat. L'une des pistes les plus prometteuses est venue d'une femme du quartier qui a dit que sa fille avait vu Anna le matin du 15 mai dans un cul-de-sac voisin. La garda découvre qu'un camarade de classe habite dans cette impasse et qu'il n'est pas allé à l'école ce jour-là, ce qui est une sacrée coïncidence. Mais une fouille de la maison du garçon ne révèle rien, et la piste s'avère être une impasse. Le mardi après-midi, il est décidé de ramener Bastien au parc, cette fois-ci avec Alex. Les garçons ouvrent la voie, suivis par l'agent Dunn et le sergent Husset, accompagnés par le père d'Alex. Alors qu'ils marchent, Dunn remarque que Bastien les conduit sur un chemin différent de celui qu'il leur a montré la veille. Les garçons s'arrêtent sur un chemin près de la piste de BMX du parc Sainte-Catherine. Et là, Dunn et Husset les voient échanger comme un regard, et ils comprennent que les garçons ne leur disent pas tout. Ils sont amenés au poste en compagnie de leurs parents. Bastien raconte aux policiers la même chose que la veille, à savoir qu'il n'avait aucune idée de ce qui a pu arriver à Anna. Alex explique que lui et Bastien sont meilleurs amis et que Bastien a appelé chez lui après l'école, qu'ils se sont donné rendez-vous au parc et que quand il est arrivé, Bastien était avec Anna, une fille qu'il connaissait de l'école, mais pas très bien. Il déclare aux agents, je cite, « À un moment donné, Anna m'a dit « J'ai quelque chose à te demander. Je me demandais si tu voulais sortir avec moi. » J'ai été surpris, c'était sorti de nulle part. Je savais qu'elle m'aimait bien parce qu'elle m'avait déjà demandé de sortir avec elle il y a longtemps. Je lui ai dit « Je suis désolée, mais je ne suis pas intéressée. » Elle n'a pas répondu. Elle n'a rien dit. Elle est partie. Elle avait l'air ennuyée et triste à la fois. Puis il raconte qu'il a pris la direction de sa maison et que sur le chemin, 2 hommes l'ont attaqué. L'un d'eux l'a saisi par l'épaule et l'a tiré au sol, puis les 2 ont commencé à lui donner des coups de pied. Il dit qu'il a pu s'en sortir en se relevant et en donnant un coup de pied à la tête de l'un d'entre eux, provoquant la fuite des assaillants. Vous vous en doutez, les policiers sont sceptiques quant à cette histoire. Il est vrai que Alex présente des blessures correspondant à une agression. Son bras et sa jambe ont des bleus et des griffures, et son visage a des coupures, mais son récit semble inventé. En particulier, la description de la défaite de son agresseur par un coup de pied à la tête ressemble plus à un fantasme d'adolescent qu'à la réalité. Les agents doivent néanmoins enquêter sur l'agression présumée. Alex est emmené au quartier général de la Garda, à Dublin, où il aide les enquêteurs à dresser un portrait robot des agresseurs. Aucun des témoins présents dans le parc ce jour-là n'a vu quelqu'un correspondant à la photo. Les caméras de vidéosurveillance n'ont pas non plus repéré de personnes correspondant à la description. Le lendemain, mercredi 16 mai, les recherches passent à la vitesse supérieure. Il n'y a toujours aucun signe de vie de l'adolescente et tout le monde craint désormais qu'elle n'ait été blessée, voire tuée. Les plans d'eau sont fouillés. On tente d'analyser le trafic des téléphones portables pour tenter de suivre les mouvements d'Anna. Le matin du jeudi 17 mai 2018, des agents sont déployés dans le parc Sainte-Catherine. Travaillant à partir de cartes et utilisant un système de grilles, l'équipe fouille méthodiquement chaque recoin, haie et fossé.
Une fois arrivés dans le grand champ situé à côté du parc, ils utilisent des crochets pour dégager le passage. Au bout du champ en question se trouve une vieille bâtisse abandonnée nommée Glenwood House. Les agents connaissent bien cette maison, car il est fréquemment signalé que des adolescents se livrent à des actes de vandalisme à l'intérieur. Les agents se séparent, certains fouillent les dépendances, et l'un d'eux entre à l'intérieur. Il fait sombre. Les fenêtres sont condamnées et la seule lumière provient d'un trou dans l'une des planches situées au-dessus de l'ouverture. Il règne un silence malaisant. Il avance, doucement, essayant de faire le moins de bruit possible, mais des déchets et bouts de bois jonchent le sol. Il jette un coup d'œil dans les différentes pièces en continuant son chemin le long du couloir. Finalement, il entre dans ce qui sera plus tard appelé la salle numéro 1, et dans l'obscurité, il pense distinguer une silhouette. Il sent une odeur de sang séché, et une odeur de mort. Elle est là, allongée par terre, nue à l'exception de ses chaussettes noires. Anna Kriegel, 14 ans. Ses cheveux sont collés à son visage, ses vêtements et des morceaux de son iPhone sont éparpillés dans la pièce. À proximité se trouvent un moellon et un grand bâton, tous deux tachés de sang. Il en va de même pour les murs et la moquette, il y en a partout. Une grande longueur de ruban adhésif Tescon est partiellement enroulée autour du cou de l'adolescente. Elle a 3 doigts à l'intérieur, comme si elle avait vainement tenté de l'enlever avant de succomber. Un médecin généraliste local est appelé pour constater officiellement le décès, et moins d'1 heure plus tard, la famille Kriegel est informée que le corps d'Anna a été retrouvé. L'enquête sur la disparition d'Anna se transforme en une enquête pour meurtre. Chaque centimètre carré de la salle numéro 1 est examiné et répertorié, ainsi que chaque canette de bière, chaque mégot de cigarette et chaque débris qu'elle contient. Le professeur Mary Cassidy est chargé de l'autopsie. Anna présente un nombre impressionnant de blessures, sur plus de 50 endroits différents. Elle a des bleus et des lacérations sur tout le corps, les plus graves étant sur la tête, le visage et le cou. La légiste conclut qu'Anna est morte d'un traumatisme contondant à la tête et au cou. Anna a également été agressée sexuellement. Des taches de sperme seront retrouvées sur ses vêtements. Les enquêteurs de la Garda pensent qu'Anna a été frappée au sol avec un bâton lourd peu après être entrée dans la pièce, puis frappée 4 fois avec un objet lourd comme un bloc de béton. Elle a été ensuite tirée vers la fenêtre où il y avait plus de lumière. C'est probablement là qu'elle a été agressée sexuellement. Ses faux ongles éparpillés dans la pièce indiquent qu'elle s'est battue avec acharnement contre son agresseur. Les funérailles d'Anna Kriegel ont lieu le 31 mai 2018 au crématorium de Newlands Cross à Dublin. Sa famille a demandé que les personnes en deuil portent de l'éclat et de la couleur en mémoire d'Anna. Un drapeau russe et une poupée matrioshka sont placés sur son cercueil et un banc sera installé en mémoire de la jeune fille avec une plaque « Aimée et chérie pour toujours ». Pour en revenir à l'enquête, malgré l'énorme quantité de matériel médico-légal présent sur les lieux, rien ne permet d'identifier immédiatement un suspect. Toutes les empreintes digitales et le sang appartiennent à Anna. Mais vous vous en doutez, qui sont les 2 suspects désignés ? Alex et Bastien, évidemment, les 2 derniers à avoir vu Anna en vie. De toute manière, les divergences dans leur récit avaient déjà mis la puce à l'oreille aux enquêteurs, mais ils veulent attendre la preuve médico-légale qu'au moins l'un d'entre eux était sur les lieux du crime. Souvenez-vous, Alex a affirmé avoir été tabassé par 2 hommes inconnus, et dans le cadre de cette affaire, ses bottes avaient été récupérées par la police pour des analyses, car il semblait y avoir des petites taches de sang. Et finalement, il s'avère que c'est le sang d'Anna qui est identifié dessus. Dans le cadre de cette enquête sur l'agression, les gardes avaient également pris le téléphone d'Alex, qui contient une capture d'écran d'une liste de vidéos YouTube, dont les 15 méthodes de torture les plus horribles de l'histoire, les films d'horreur qui vont tout faire sauter, et Until Dawn, un jeu vidéo d'horreur bien connu. Bon, en soi, Alex pourrait juste être intéressé par ce genre de contenu, sans pour autant être un détraqué. Mais sa dernière recherche Google est particulièrement inquiétante. Alex a cherché « lieu abandonné à Lucan ». Lucan étant le village situé à côté de Leixlip, là où habite Anna, et là où se trouve Glenwood House, de l'autre côté du parc Sainte-Catherine. Une semaine après la découverte du corps d'Anna, la Garda obtient un mandat d'arrêt contre les 2 garçons. Dès le début de l'enquête, des concessions sont faites en raison de leur âge. Les 2 garçons ont 13 ans. Les parents des adolescents sont informés le 23 mai au soir que leurs fils seront arrêtés le lendemain. Il leur est demandé de les amener au poste de la Garda dans la matinée.
Mais ce qu'ils ignorent, c'est que pendant ce temps, discrètement, leur domicile est perquisitionné. Les policiers utilisent des voitures de location plutôt que des voitures de patrouille, ils portent des vêtements ordinaires et mettent leurs sacs de preuves dans des sacs noirs avant de les sortir de la maison. Commençons par l'interrogatoire d'Alex, celui dont le sang d'Anna a été retrouvé sur ses bottes. Il est interrogé au poste de police de Clondalkin, à l'ouest de Dublin, en compagnie de son père et de leur avocat. Les policiers lui demandent quelle est la différence entre la vérité et le mensonge. Il répond, je cite, « La vérité, c'est de dire à quelqu'un ce qui s'est passé. Un mensonge, c'est quand on ne dit pas à quelqu'un ce qui s'est passé. » Il donne aux policiers à peu près la même histoire que celle qu'ils avaient entendue de Bastien, à savoir qu'il avait rencontré Anna dans le parc ce jour-là, mais qu'ils s'étaient ensuite séparés et qu'il ne savait rien. Quand l'un des agents lui dit que le sang d'Anna a été trouvé sur ses bottes, Alex répond « Vous vous moquez de moi? Vous n'êtes pas sérieux. » Mais quelques minutes plus tard, il demande à prendre l'air. Il dit qu'il a du mal à respirer. Mais l'inspecteur ne lâche rien. Après qu'il soit revenu, il lui dit « Le seul endroit où vous auriez pu avoir du sang sur vos bottes, c'était dans cette pièce. Alors, étiez-vous dans cette pièce ?» Mais Alex n'est pas impressionnable. Il répond tranquillement par la négative. Les inspecteurs lui montrent une photo du ruban adhésif autour du cou d'Anna. Alex déclare qu'il n'a jamais eu de ruban adhésif de ce type. Interrogé sur les résultats des recherches effectuées sur son téléphone, Alex a déclaré que le résultat concernant les méthodes de torture était apparu alors qu'il cherchait des films d'horreur en ligne. Il affirme qu'il n'est pas intéressé par les films de torture. Bien qu'on lui ait présenté des preuves médico-légales solides, Alex n'admet rien. La plupart de ses réponses sont du type « pas de commentaires » ou « je ne sais pas ». Les détectives sont déçus. Les preuves médico-légales sont là. Mais sans aveu, Alex pourrait prétendre qu'il a agi en état de légitime défense ou qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer Anna. À 9 km de là, l'interrogatoire avec Bastien se déroule beaucoup mieux pour les enquêteurs. Après avoir fini par leur dire, lors de son 5e entretien, qu'il a entendu Anna crier, le garçon a progressivement admis de plus en plus de choses. Le plus important est que Bastien déclare que Alex et Anna sont allés dans la salle numéro 1, tous les deux, et que bien que Alex lui ait dit de partir, il est resté pour explorer le reste de la maison. Le bruit de quelque chose qui était traîné par terre l'a fait courir jusqu'à la salle numéro 1, où il a vu Alex faire une sorte de mouvement de judo contre Anna. Puis il raconte que Alex a commencé à l'étrangler et à lui retirer ses vêtements. Anna pleurait et disait « Non, non, ne fais pas ça !» Il dit qu'à ce moment-là, Alex et Anna se sont retournés pour le regarder dans l'embrasure de la porte, ce qui l'a fait fuir. Alex avait le regard vide, précise-t-il. Malgré tout, les enquêteurs ne pensent pas qu'il s'agisse de l'exacte vérité. Conseillé par un spécialiste du Bureau national des enquêtes criminelles de la Garda, il se demande si le récit de Bastien pourrait être utilisé pour faire parler Alex. Peut-être que l'adolescent se rendrait compte que tout le blâme est mis sur lui et qu'il voudrait se défendre. Quelques-unes des pages les plus pertinentes de l'entretien avec Bastien sont copiées et imprimées avant d'être envoyées au poste de police où Alex passe son interrogatoire. Lors de leur 6e et dernier entretien, les inspecteurs apprennent à Alex ce qu'a dit Bastien avant de lui demander s'il souhaitait ajouter quelque chose. Il répond « Bastien ment, c'est tout ». Le jeudi 25 mai, 10 jours après le décès d'Anna, Alex est inculpé pour meurtre. 1 heure plus tard, il est conduit, en compagnie de ses parents, au tribunal pour enfants à Dublin. La police annonce généralement les arrestations dans les enquêtes sur les meurtres peu de temps après qu'elles aient eu lieu, en particulier dans les affaires très médiatisées. Mais ici, ils ont fait une exception. L'arrestation des garçons a été rendue publique juste avant que Alex ne comparaisse devant le tribunal. À l'époque, les policiers ont déclaré qu'ils craignaient que les familles des garçons ne fassent l'objet d'un comportement d'autodéfense. Par la suite, ils ont mis en place des patrouilles supplémentaires discrètes pour assurer la sécurité des familles. Les preuves contre Alex s'accumulent rapidement une fois qu'il est inculpé. Souvenez-vous, son domicile a été perquisitionné et les agents ont trouvé dans sa chambre un sac à dos contenant des gants, des genouillères, des protèges tibia, un snood en forme d'écharpe et un masque de fabrication artisanale. Les enquêteurs ne tarderont pas à appeler ce sac à dos le kit du meurtre. Le masque en forme de crâne allait devenir l'un des éléments de preuve les plus frappants de l'affaire. De couleur chair, il ne couvrait que la moitié supérieure du visage. Des trous pour les yeux et le nez avaient été découpés et des dents pointues avaient été taillées dans la mâchoire supérieure et peintes en rouge. Le sang d'Anna a été retrouvé à l'intérieur et à l'extérieur du masque, ainsi que sur les genouillères, les gants et le sac à dos. Les gants sont particulièrement importants pour l'enquête car ils expliquent pourquoi aucune empreinte digitale n'a été trouvée sur les lieux.
L'examen de 2 téléphones trouvés dans la chambre d'Alex a révélé près de 12 500 images, dont la grande majorité étaient pornographiques. L'une d'entre elles montrait un homme cagoulé regardant une femme à moitié nue, et une autre montrait un homme étranglant une femme sous le regard d'un autre homme. Les historiques des téléphones ont montré que plusieurs vidéos pour adultes avaient été consultées en ligne, dont une dont le titre faisait référence à une femme appelée Anastasia. Une autre faisait référence à des adolescents russes. Les policiers ont également interrogé des témoins pour étayer leur dossier contre Alex. Un promeneur de chiens a déclaré avoir vu un garçon correspondant à peu près à sa description se diriger vers la maison abandonnée le 14 mai. Un camarade de classe leur a dit que l'adolescent semblait agité et nerveux dans les jours qui ont suivi la disparition d'Anna. Lorsque l'analyse du sperme sur le haut d'Anna a montré qu'il correspondait à l'ADN d'Alex, la police a obtenu l'autorisation de l'inculper d'agression sexuelle aggravée, la partie aggravée faisant référence à l'extrême violence impliquée. Et ces nouveaux éléments de preuve leur ont également permis d'arrêter Bastien, son compère, pour l'interroger à nouveau. Car vraisemblablement, il a eu un rôle à jouer dans cette sordide histoire. Bastien est donc de nouveau arrêté le 8 juillet et interrogé. L'agent procède de la même manière que précédemment, en amadouant gentiment le garçon pour qu'il lui en dise plus sur ce qui s'est passé ce jour-là. Bastien déclare que son ami portait le masque lorsqu'il a attaqué Anna. Il dit qu'il s'agissait d'un masque vraiment cool que Alex avait fabriqué lors de l'Halloween précédent. Bastien donne aux policiers quelques détails supplémentaires sur ce qu'il a fait et vu, notamment qu'il était entré seul dans la maison en premier et qu'il y avait ramassé un bâton. Mais il continue à nier toute implication dans l'attaque. Il mentionne également une conversation qu'il avait eue avec Alex le mois précédant le meurtre d'Anna. Il décrit la conversation comme suit. Alex. Tu veux tuer quelqu'un? Bastien. Non. Ah, pourquoi pas? Parce que c'est débile. Oh, allez. Qui as-tu l'intention de tuer? Anna Kregel. Dans tes rêves. Troublant, n'est-ce pas? Bastien dit qu'il pensait que son ami disait ça pour rire, car c'était un peu son style. Il affirme qu'il n'avait aucune idée de ce qu'Alex prévoyait de faire le 14 mai. « Pourquoi n'avez-vous rien fait ?» demande l'un des agents. « Parce que j'avais peur. J'étais choquée, je ne savais pas quoi faire, parce que mon cerveau était gelé, figé sur place. Je ne savais pas quoi faire. » Il dit qu'il a menti à la police le lendemain de la disparition d'Anna parce qu'il essayait juste d'oublier et de faire comme si rien ne s'était passé. Bastien avoue qu'il a honte d'avoir été piégé par Alex et de ne pas avoir aidé Anna ce jour-là. « Tu aurais pu la sauver, » dit l'inspecteur. « Je sais. Pourquoi n'as-tu pas essayé de la sauver ?»« Je ne sais pas. » L'agent met quand même l'adolescent devant ses mensonges et ses fautes et lui dit « Vous allez chercher une fille que Alex veut tuer, vous la menez dans une maison abandonnée et selon vos propres termes, vous remettez cette fille à Alex, la fille qu'il a dit vouloir tuer. Vous avez ensuite fait preuve de tromperie. Vous avez menti à tout le monde. Et là, vous êtes au pied du mur et vous essayez de vous en sortir en racontant l'histoire qui vous convient. » L'agent dit à Bastien qu'il a laissé se dérouler une mascarade dans les jours qui ont suivi la disparition d'Anna alors que les gens la cherchaient, que ses parents étaient morts d'inquiétude et qu'ils savaient qu'elle se trouvait dans la maison abandonnée. « Je ne savais pas qu'il allait l'assassiner, » rétorque Bastien. « Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas réel, que ce n'était pas en train d'arriver. Je me disais que Alex ne ferait pas ça, que ça ne lui ressemblait pas. » 4 jours plus tard, Bastien est également inculpé du meurtre d'Anna. À 13 ans, les garçons A et B sont les plus jeunes personnes de l'histoire de l'État à être accusées de meurtre. Les juges et les avocats ne porteront ni perruque ni robe, et les accusés seront autorisés à s'asseoir à côté de leurs parents dans la galerie publique. Les plaidoyers de culpabilité sont extrêmement rares dans les procès pour meurtre en Irlande, car l'infraction est automatiquement passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, quelle que soit l'approche adoptée par l'accusé. Comme il n'y a pas de réduction de peine en cas de plaidoyer de culpabilité, les accusés estiment qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre en prenant le risque d'un procès. Même si les preuves sont accablantes, ils peuvent être acquittés pour un vice de forme ou en raison d'une lacune de l'enquête. Mais la dynamique change si l'accusé est mineur. La loi ne précise pas si la peine automatique d'emprisonnement à vie s'applique aux enfants reconnus coupables de meurtre, mais l'opinion juridique dominante est que ce n'est pas le cas et que les juges peuvent imposer une peine moins sévère si nécessaire. Avant le procès, les avocats d'Alex se sont concentrés sur la demande de disjonction de l'acte d'accusation, c'est-à-dire de juger Alex séparément de Bastien. Ils ont estimé que le jury serait influencé en entendant Bastien l'accuser à plusieurs reprises au cours de ses interrogatoires d'avoir attaqué Anna. Leur demande devant le juge McDermott n'a pas abouti.
Il s'agirait d'une distorsion du contexte factuel si l'ensemble de la matrice factuelle de ce qui s'est passé avant la mort de Madame Krejcel n'était pas exposé dans son intégralité au jury, a déclaré le juge le 12 avril. Il a indiqué qu'il mettrait les jurés en garde contre le fait de s'appuyer sur les entretiens de Bastien lorsqu'ils examineraient l'affaire contre Alex. Comparée à celle d'Alex, la défense de Bastien est beaucoup plus facile à prévoir. Aucune preuve médico-légale ne le relie à la scène de crime. En fait, la grande majorité des éléments de preuve à son encontre proviennent de ce qu'il a dit lui-même au cours de ses 8 interrogatoires. S'il avait gardé le silence, il n'aurait probablement jamais été inculpé. La priorité de la défense de Bastien était de minimiser les dommages causés lors de ses interrogatoires, en particulier les nombreux mensonges qu'il a racontés aux inspecteurs. Début 2019, son équipe juridique demande à un psychologue expérimenté d'examiner Bastien et les enregistrements des entretiens. À l'issue de cet examen, le docteur Humphries diagnostique chez le garçon un trouble de stress post-traumatique dû au fait qu'il a été témoin de l'agression d'Anna. D'après lui, ce syndrome de stress post-traumatique a contribué à ce que le garçon dise des mensonges aux policiers dans le but de se protéger. Le médecin déclare qu'il était d'avis que Bastien ne savait pas ce qui allait arriver à Anna ce jour-là et ajoute que le garçon est sexuellement naïf et qu'il est allé à la maison avec Anna et Alex dans l'espoir de les voir se bécoter. La défense prévoit donc évidemment de faire témoigner le docteur Humphries pour expliquer que les mensonges de Bastien étaient le résultat d'un traumatisme et non d'un effort pour cacher sa culpabilité. On y reviendra. Le procès commence le 29 avril 2019, moins d'1 an après le meurtre d'Anna. Ses parents, Géraldine et Patrick, assistent à chaque instant du procès. Alex repose sa tête sur l'épaule de son père. Bastien tient presque constamment la main de sa mère. En tant que témoins, les parents d'Anna parlent de leur fille avec amour. Le procureur présente des preuves détaillées des brimades subies par Anna et de la détresse qu'elles lui ont causée. Il veut montrer qu'elle était vulnérable et que les accusés pouvaient facilement en profiter. Une grande partie du travail de la défense consiste à persuader le juge d'inclure les preuves favorables à l'accusé et d'exclure celles qui ne les arrangent pas. Pour la défense d'Alex, la preuve la plus importante à exclure était l'expertise médico-légale. Son avocat soutient que les tests effectués sur les bottes de son client, sur lesquels le sang d'Anna a été trouvé, étaient inadmissibles, car les policiers avaient pris les bottes sous de faux prétextes. Il a fait valoir que les gardes avaient prétendu prendre les bottes pour enquêter sur le fait qu'il avait été agressé par les 2 hommes, mais qu'ils les avaient en fait prises pour enquêter sur la disparition d'Anna. Il affirme la même chose concernant son téléphone. Mais la chef d'enquête, Newton, réfute ces accusations. Elle explique qu'il ne savait même pas qu'Anna était morte à ce moment-là. Le juge se range à l'avis de Newton et la demande de la défense est rejetée. Finalement vient le témoignage du psychologue qui réitère ce qu'il a écrit dans son rapport à propos de Bastien. L'avocat d'Alex conteste cependant l'affirmation du médecin selon laquelle Bastien n'avait aucune connaissance du plan du meurtre. Il déclare que le rapport du médecin contenait beaucoup de jargon mais qu'il ne semblait pas s'intéresser aux faits des entretiens. Il soutient qu'autoriser le témoignage du médecin au cours du procès empiéterait sur la fonction du jury en tant que juge des faits et ferait du docteur Humphries un 13e juré. Après avoir pris la nuit pour y réfléchir, le juge McDermott exclut complètement le témoignage du médecin. Idem concernant les recherches Google effectuées par Alex ainsi que son historique sur les sites pour adultes car tout cela datait de plus de 6 mois avant le meurtre. Concernant Bastien, l'accusation s'est presque entièrement appuyée sur les interrogatoires, au point de prendre la décision inhabituelle de montrer au jury la quasi-totalité des vidéos de ses entretiens, soit 16 heures. Mais quand bien même, cela ne les avance pas tellement. Bastien est montré en train de mentir à plusieurs reprises aux agents, mais il n'y a aucune preuve médico-légale le reliant au meurtre. Pour prouver sa culpabilité, l'accusation doit prouver qu'il savait que le plan de ce jour-là était de tuer Anna. Et pour ce faire, elle s'est fortement appuyée sur l'aveu de la conversation qu'il a eue avec Alex quand il lui a demandé, 1 mois plus tôt, s'il voulait tuer la jeune fille. L'affaire contre Bastien se résume donc essentiellement à une question. A-t-il cru Alex lorsqu'il lui a demandé s'il voulait tuer la fille, ou a-t-il pensé qu'il plaisantait ? Dans le premier cas, Bastien est coupable. Dans le second, il est innocent. Le fait de se trouver sur les lieux d'un meurtre n'est pas un crime, répète-t-on au jury. Le fait de ne pas intervenir pour arrêter un meurtre ne l'est pas non plus. Vient le temps des réquisitions. L'avocat d'Alex maintient l'absence de preuves prouvant qu'il avait planifié le meurtre d'Anna. Il fait aussi allusion à l'idée qu'Alex et Anna se sont livrés à une activité sexuelle consensuelle, en disant, je cite, «
Glenwood House était probablement utilisé par des jeunes pour des rapprochements, étant donné la présence d'emballages de préservatifs sur le sol. L'autopsie a révélé des lésions aux organes génitaux d'Anna, mais il n'a pas été possible de déterminer si ces lésions avaient été causées par une activité non consensuelle. L'avocat de Bastien suggère fortement que la responsabilité de la mort d'Anna incombe uniquement à Alex. Il dit, je cite, « Bastien n'aurait jamais été assez stupide pour aller chercher Anna et se promener avec elle dans un parc truffé de caméras de vidéosurveillance s'il savait que le plan était de l'assassiner. Il a menti aux policiers, oui, mais il l'a fait parce qu'il était traumatisé par ce qu'il avait vu à Glenwood House. Il avait également peur d'Alex, qui est plus grand et plus fort que lui et qui connaît les arts martiaux. » Le jury met 14 heures pour délibérer. Le mardi 18 juin à 14h02, la nouvelle se répand au 2e étage de la cour que les jurés ont rendu leur verdict. Alex est reconnu coupable du meurtre et de l'agression sexuelle aggravée d'Anastasia Kriegel. Bastien est reconnu coupable de meurtre également. Les parents d'Alex pleurent et serrent leur fils dans leurs bras, mais restent silencieux. Le père de Bastien se met à crier, puis claque la porte de la salle d'audience en partant, avant de revenir quelques secondes plus tard embrasser sa femme et son fils. Il déclare « Bande de salauds, bande d'abrutis, garçons innocents ». Et il applaudit la cour de manière sarcastique lorsque les 2 adolescents sont emmenés. Géraldine Kriegel est restée assise, les yeux fermés, à la lecture du verdict. Patrick et elle sont restés calmes et sereins. Ils se lèvent et saluent d'un signe de tête les jurés qui quittent la salle. Alex et Bastien sont placés en détention provisoire jusqu'au prononcé de la sentence, le 15 juillet 2019. Tout au long du procès, le public s'est montré très mécontent, en grande partie sur les réseaux sociaux, que certains des détails les plus intimes de la vie d'Anna soient exposés au grand jour, alors que les garçons A et B jouissent d'un anonymat total. Les identifier comme les meurtriers d'Anna restera un délit pénal. Bien que Alex soit un enfant inhabituel, il n'a jamais eu de problème avec les forces de l'ordre et ne boit pas ni ne prend de drogue. Il est grand pour son âge et doué pour les arts martiaux. Il passe beaucoup de temps en ligne et aime les films d'horreur, les effets spéciaux et le dessin. Il joue également beaucoup aux jeux vidéo. Il est décrit comme bizarre par ses camarades de classe. Quant à Bastien, plusieurs témoins ont indiqué qu'il était exceptionnellement brillant. Il excellait à l'école primaire, malgré le manque d'attention porté aux études dans son foyer. Ses notes ont commencé à baisser au collège, car il avait du mal à faire face à l'augmentation du nombre de devoirs. Il aime fabriquer des objets de ses mains et est considéré comme particulièrement doué pour la technologie. Le docteur Humphries a déclaré que Bastien préfère la compagnie d'enfants plus jeunes qu'il trouve moins exigeants. Il qualifie cette attitude d'inhabituelle, mais en aucun cas de déviance. Son père le décrit comme quelqu'un qui avait faim d'amitié et qui croyait tout ce que ses amis lui disaient. Le docteur Humphries a déclaré qu'il est ami avec Alex parce que cela lui donnait du prestige. Il a ajouté « Faire des choses avec Alex lui donnait une plus grande présence ». Après son arrestation, Alex a affirmé que Bastien était l'un de ses meilleurs amis, souvenez-vous, un sentiment qui n'était pas réciproque. Bastien a déclaré qu'ils n'étaient pas des amis proches et qu'il ne faisait pas confiance à Alex. Il a dit à un de ses amis qu'il craignait qu'Alex ne lui tende un piège après le meurtre, qui semble d'ailleurs avoir mis fin à toute amitié entre les 2 garçons. Quant à Anna, c'était une jeune fille incroyable. Elle adorait danser et passer des heures dans le salon à écouter de la musique, à répéter ses mouvements. C'était aussi une grande chanteuse et elle voulait apprendre à jouer de la guitare. Elle aimait se porter volontaire pour différents projets et peu avant sa mort, elle a accepté d'être mannequin lors d'un défilé de mode organisé par des camarades de classe plus âgés afin de collecter des fonds pour une œuvre caritative. Anna aimait beaucoup sa famille et était beaucoup aimée en retour. La sentence est prononcée le 5 novembre 2019. Alex est condamné à la perpétuité avec une période de révision après 12 ans, ainsi qu'à une peine de 12 ans pour agression sexuelle aggravée, à purger concomitamment. Bastien, lui, est condamné à 15 ans. À l'extérieur du tribunal, le père d'Anna, Patrick, a déclaré que, je cite, « L'éternité n'est pas assez longue », en réponse aux peines prononcées. Les garçons se verront offrir une nouvelle identité après leur libération. Patrick Kriegel décède le 19 juin 2022.
Sa femme, Géraldine, dit qu'il ne s'est jamais remis de la mort de leur fille et qu'il est parti la rejoindre. Et c'était la très triste histoire du meurtre d'Anna Kriegel. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.